Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Bonjour Philippe Sands. Vous êtes avocat spécialisé dans la défense des droits de l'homme, professeur de droit au University College de Londres. Il y a énormément de sujets d'ailleurs dans l'actualité qui concernent votre activité d'avocat. Mais tout d'abord, j'aimerais que l'on parle de ce livre que vous publiez aux éditions Albin Michel, La filière. Dans ce livre, qui est la suite, en quelque sorte, de Retour à Lemberg. Dans votre livre précédent, vous évoquiez une ville, la ville de Lemberg, autrement dit Lvov, durant la Shoah, et vous évoquiez votre quête, une quête personnelle, une quête familiale, mais aussi une quête intellectuelle qui concerne la notion même de crime contre l'humanité. Dans La filière, il s'agit de la suite de ce livre. Vous suivez Otto von Wachter, un SS qui fut gouverneur de Galicie en 1942 et qui a fini ses jours à Rome en 1949. Il faut que vous nous expliquiez, Philippe Sands, comment vous en êtes venu à vous intéresser à ce SS. Merci Guillaume, et je suis vraiment ravi d'être encore une fois chez vous. Alors il y a 3 caractères dans ce livre. Il y a Otto Wachter, il y a sa femme Charlotte et leur fils Horst. Et j'ai rencontré Horst en 2012 par la voix de Niklas Frank, le fils de Hans Frank. Hans Frank, avocat personnel de Adolf Hitler entre 28 et 33, gouverneur général de la Pologne occupée après 39, avait un député, Otto Wachter. Et en conversation avec Niklas, un jour, il me dit vous vous intéressez à Lemberg, à la Galicie, la famille de votre grand-père est de là-bas. Est-ce que vous avez envie de rencontrer le fils de Otto Wachter? Je dis, pourquoi pas? S'il veut me rencontrer, je suis prêt à tout faire. On se rencontre. C'est un homme sympathique, adorable même, né aussi en 1939, un ancien ami à Niklas. Mais contrairement à Niklas, qui déteste son père, la première fois que j'ai rencontré Niklas, il me dit « Tu sais Philippe, je suis contre le crime, la peine de mort, dans tout cas, sauf dans le cas de mon père. » Il déteste son père. Par contre, Horst adore son père. Qu'est-ce qui fait justement, Philippe Sands, qu'un enfant de nazi cherche pour les uns à défendre la mémoire de leurs parents et dans d'autres cas considère qu'il n'y a pas pire criminel que son géniteur? Alors ça, c'est vraiment l'histoire centrale de ce livre. Pourquoi est-ce que les gens font ce qu'ils font et pourquoi est-ce que le fils réagit de cette façon? Je pense que pour comprendre cette famille, Horst m'a dit tout au début, tu sais Philippe, je ne connaissais pas très bien mon père, mais ma mère adorait mon père et moi j'adorais ma mère. Et c'est pour protéger ma mère qui a passé 40 ans après sa mort dans des conditions un peu bizarres en 1949 à Rome, la réputation de mon père, que je sens le devoir de faire la même chose. Alors pour comprendre cette histoire, ces relations pas seulement entre fils et père, mais fils et mère. Et justement, lorsqu'on essaye de les comprendre, on est obligé d'essayer de retracer la vie des uns et des autres. Et là, vous vous êtes rendu compte, Philippe Sands, qu'Otto von Wachter a été un SS extrêmement zélé et qu'il a participé au plus haut niveau à l'extermination des Juifs. Alors, inculpé en 1945 pour meurtre en masse, génocide, crime contre l'humanité, la mort de plus de 100 000 juifs et polonais. Mais il s'évade et il disparaît. On peut en parler un peu plus tard de ce qu'il a fait pendant ces 4 ans. Et dans ces circonstances, ce que je veux savoir, c'est la vie familiale. J'apprends par la voix de Horst qu'il y a une archive familiale, plus de 10 000 pages, mais je ne les ai pas vues. Un jour, en description, Niklas, quand on tournait un film ensemble, décrit Horst, son ami, comme peut-être un nouveau type de nazi. Je ne suis pas d'accord, ce n'est pas ma position. Et Horst est furieux. Il me dit, comment Philippe, est-ce que je peux prouver que je ne suis pas nazi? Je réfléchis, je lui dis, Horst, je pense que ce que tu pourrais faire, tu as cette archive, toute la documentation de tes parents, du moment où ils se sont rencontrés en 1929 jusqu'au moment de sa mort en 1949. Pourquoi est-ce que tu ne donnes pas cette archive à un musée? Comme ça, les gens peuvent regarder. Les nazis ne donnent pas ce genre de documentation à un musée. Il a donné un musée à Washington, le US Holocaust Memorial Museum, une institution fédérale, et il me demande,
Philippe, tu veux une copie de toute la documentation? Je dis oui, et avec ça commence vraiment l'histoire. Et là, justement, cette histoire, Philippe Sands, est une histoire qui est une histoire double. D'un côté, on a les nazis et leurs exactions et la manière dont ceux-ci ont non seulement exterminé les Juifs, mais mené la guerre à l'Est, qui a été une guerre absolument terrible. Ça, c'est la question historique. Mais il y a aussi dans votre livre, La filière, publié chez Albin Michel, il y a aussi la question familiale, c'est-à-dire que se superpose l'histoire de cet homme, Otto von Wachter, qui était un bourgeois et qui est devenu un haut dignitaire nazi. On va voir, on va suivre les exactions qu'il a commises et on va suivre aussi sa vie familiale, Voilà. qui est une vie de grand bourgeois. Et il y a une sorte de télescopage inouï entre, d'un côté, les abominations qu'il commet et de l'autre, la vie familiale avec ses joies, ses peines, ses disputes. Vous savez, Guillaume, moi j'adore les archives. Et ce qui était vraiment hallucinant avec ces documentations, c'est qu'on trouve dans les lettres le rencontre entre l'histoire et la famille, la politique et la famille. Par exemple, décembre 17 1939, Wächter, gouverneur à Cracovie, écrit à Charlotte, qui est en Autriche, magnifique ville, génial ici, le Philharmonique de Vienne est venu visiter, on était en concert hier soir, plein de ministres de Berlin viennent me visiter, me saluer pour tous mes efforts, pour tous mes travaux. Mais il y a des difficultés un peu dans la région et demain, je dois fusiller 50 Polonais. Alors, on voit la conjonction entre l'historique et le familial, entre les atrocités et les mondanités de la famille. Et ça, c'est pour moi l'aspect le plus intéressant. Et aussi de comprendre qu'avec tout ça, la femme, Charlotte, savait tout. Quel a été le sort des Juifs de Cracovie, Philippe Sands? C'est Otto Wächter personnellement qui a autorisé le ghetto de Cracovie en début 1941, qui a été construit. C'est lui qui a adopté toutes les règles personnellement, signées, on les a. Alors il est absolument impliqué dans les premières étapes. Il n'était pas un participant de la transportation de ceux qui étaient dans le ghetto, parce que ça a eu lieu après qu'il quitte Cracovie pour Galicie, pour Lemberg. Mais c'est là, à Lemberg, qu'il arrive, en février 1942, juste après la conférence de Wannsee pour la solution finale, et c'est lui qui est chargé d'éliminer les Juifs de la région de la Galicie, plus de 500 000 personnes, et pendant 2 ans et demi, c'est ce qu'il fait. Et on suit dans votre livre, Philippe Sands, donc non seulement l'histoire du Troisième Reich, l'histoire de la Shoah, mais aussi l'histoire mondaine de ces nazis. Comme ils sont dans des terres conquises, eh bien, ils vivent, ils mènent grand pied, ils ont la possibilité de faire de grands repas, et de faire des thés dansants. Charlotte, l'épouse d'Otto von Wachter, tombe amoureuse d'Hans Frank. Bref, voilà, ça se passe comme dans n'importe quelle vie. Vous savez, c'est quand on a les documents de famille, les lettres, les agendas, les réflexions, tous les écrits, on voit les points de détail. Et c'est avec ces points de détail qu'on peut commencer à comprendre comment des gens cultivés, intelligents, bourgeois peuvent participer dans ce genre de trucs. Encore un autre exemple d'une lettre, août 1942. Otto à Charlotte, il dit oui, vous savez, c'est génial ici maintenant, au mois d'août, on est tout fait beau, il y a les légumes qui arrivent, etc., etc. Mais petit problème, avec la disparition des Juifs, il n'y a plus personne pour balayer le terrain de tennis. Alors on voit le lien entre les grandes histoires politiques et la mondanité de la vie familiale. Et je pense que c'est là où on apprend comment c'est possible que ces gens ont traversé certaines lignes. Pour eux, c'était mondaine, ça ne touchait pas à l'horreur. La ligne de défense qui est celle qui a été proposée, qui a entouré Otto von Wachter, consiste à dire qu'il a agi, j'ai peine à prononcer ces deux mots, mais avec
amour et humanité. Qu'est-ce que ça veut dire dans l'esprit de ces nazis et lorsqu'il s'agit d'envoyer des femmes, des enfants, des hommes à la mort, lorsqu'il s'agit d'organiser la Shoah par balle? Il n'y a pas de meurtre qui soit plus pardonnable que d'autres, mais là, on a vraiment un stade particulier de l'extermination. Comment peut-on, à ce point, proférer des paroles aussi éloignées de la réalité, Philippe Sands? Alors, avec Hans Frank et Otto Wächter, ni l'un ni l'autre je traite comme monstres. Ils ont fait des choses monstrueuses, mais on voit surtout avec toutes ces lettres de famille de Otto Wächter un autre aspect. C'était un papa, c'était un mari, c'était un amant, c'était un fils. Et dans ce contexte, on voit un autre côté, l'amour et l'humanité. Et Horst s'accroche sur cet aspect. Encore, je donne un exemple. 42, début 42, Otto est gouverneur de Cracovie. Son père, ancien militaire, ancien ministre de la Défense en Autriche aux années 20, écrit à son fils, regarde mon fils, il y a un petit problème, j'ai un ami, il s'est marié avec une juive, ils sont à Cracovie, ils ont un enfant. L'enfant est caractérisé comme juif et à cause de ça, les lois raciales s'appliquent à elle. Est-ce que tu pourrais pas, pour elle, faire quelque chose? Otto répond, il dit, voilà, j'ai fait des recherches là-dessus avec le service des lois raciales et je vois que non, oui, elle est juive, les lois c'est les lois, il faut les appliquer. Désolé papa, je ne peux rien faire. Et encore une fois, on comprend, il y a aussi l'amour et l'humanité dans cette lettre envers le père, mais il y a aussi la brutalité et les crimes. Il y a les deux ensemble dans la même lettre. Et c'est comme ça qu'on voit la conjonction de ces deux aspects. Otto Wächter n'était pas un monstre, c'était un être humain qui a fait des choses monstrueuses, mais qui était aussi capable de démontrer l'amour et l'humanité à d'autres ou à certaines personnes. Mais alors, justement, vous qui êtes avocat, Philippe Sands, quand vous prenez ces deux personnages qui sont des incarnations du mal absolu, parce que là, on a vraiment affaire à des dignitaires nazis du plus haut niveau, et comment peut-on leur trouver des circonstances atténuantes? Comment peut-on considérer? Non, il n'y a pas de circonstances atténuantes. Mais si Otto Wächter était là, assis entre nous ce matin, on aurait une conversation tout à fait sympathique avec lui. Il n'y aurait pas de problème. Mais la réalité de la chose, c'est que ce monsieur, c'est un criminel. Il est responsable pour le mort de plus de 500 000 juifs et polonais dans la période 1940-1944. Pile. Il n'y a pas de circonstances atténuantes. Mais ce que Horst, le fils, a créé, c'est un monde où il ne veut pas entendre ça. Il m'a dit par exemple, Philippe, je t'interdis de dire que mon père est criminel dans ma présence. J'accepte pas son interdiction, je le dis tout le temps. Si Otto Wächter aurait été attrapé, comme tous ses amis, Seyss-Inquart, Frank, Seyss-Inquart, dont il faut rappeler le rôle en Autriche. Seyss-Inquart, bon, c'est remarquable. Seyss-Inquart, c'est le gouverneur du Pays-Bas. Ce livre a été publié au même moment en hollandais qu'en anglais, c'est-à-dire il y a 4 mois. Il est best-seller depuis 4 mois. Pourquoi? Et ça m'a beaucoup étonné. Parce que Seyss-Inquart, gouverneur du Pays-Bas, même aujourd'hui, l'homme le plus détesté du Pays-Bas, c'est le parrain de Horst. Et c'était l'ami le plus proche du papa de Horst, Otto Wächter. Seyss-Inquart a été condamné, il a été pendu. Et si Otto Wächter aurait été attrapé, parti à La Haye, à Nuremberg, il aurait été condamné et pendu. Ces gens-là, ils ont agi par conviction, par ambition, les deux? Un mélange. Idéologie, désir de pouvoir et faiblesse personnelle. C'est les 3 aspects qui jouent ensemble. Et je pense qu'un aspect du livre, la raison pour laquelle je l'ai écrit de cette façon, que moi je suis impliqué dans beaucoup de procès internationaux sur crimes contre l'humanité et génocide. Par exemple, décembre dernier, j'étais impliqué, je suis conseiller pour la Gambie dans l'affaire contre le Myanmar qui touche sur les Rohingyas. La Birmanie. La Birmanie. Et je me trouve à la Cour internationale de justice, assis à côté, à 2 mètres de Aung San Suu Kyi, qui plaide pour la Birmanie. Prix Nobel De la paix, devant la Cour, a justifié les actions des militaires de Birmanie. Pourquoi elle fait ça? Pour moi, c'est clair. C'est la relation entre elle et son père. Son père, qui est décédé 2 ans avant l'indépendance de la Birmanie des Britanniques,
a créé le Tatmadaw, les militaires de la Birmanie. Et je pense que pour comprendre la perspective de ces gens, il faut rentrer dans les aspects familiales et les plus personnels pour voir vraiment ce qui motive. Parlez-moi de la faiblesse, puisque vous dites qu'il y a de l'ambition, il y a des convictions, et puis il y a aussi des faiblesses personnelles. Quelles sont justement les faiblesses personnelles de ces gens qui sont absolument inflexibles, puisque vous l'évoquiez tout à l'heure, lorsqu'on dit à Otto von Wachter, il faudrait essayer de sauver cet homme, car je le connais bien, eh bien il refuse de le faire. Faiblesse personnelle dans le sens suivant. Imaginons le 15 mars 1938, le jour où Hitler arrive en Autriche, à Vienne, après l'Anschluss. Charlotte arrive à Vienne, elle fait arriver son mari de Berlin, où il s'est évadé après, il avait assassiné l'ancien chancelier autrichien Dollfuss en 1934. Il revient, les deux sont tous les deux sur le balcon avec Hitler. Charlotte écrit « J'étais à 1 mètre du Führer ». Ils étaient là, c'est des grands nazis ces gens. Après que Hitler a fini, tout le monde part, ils descendent le grand escalier à l'intérieur du Hofburg. Ils descendent l'escalier et Charlotte décrit dans un de ses écrits ce qui s'est passé quand ils sont arrivés en bas de l'escalier. Il y a Otto qui lui dit « Bon, ma chère Charlotte, qu'est-ce que je fais maintenant ? Je peux continuer comme avocat, j'aurai une belle carrière, on gagnera beaucoup d'argent, etc., etc. Ou je pourrais accepter l'offre de Seyss-Inquart de rentrer dans le gouvernement autrichien, secrétaire d'État, et avoir la fonction d'éliminer tous les juifs de fonction publique. Qu'est-ce que je fais, ma chérie ? C'est elle qui lui dit, gouvernement, fini avec les avocats, on continue dans la direction qu'on a prise. Pourquoi une pointe de faiblesse ? Parce que là, il y avait déjà une ligne claire, et elle a traversé cette ligne. Et vous racontez, Philippe Sands, comment cet homme a, par exemple, décidé de mettre à l'écart de la fonction publique, puis envoyer en réalité dans des camps d'extermination ses propres professeurs. Ouais, non. Alors, il commence en avril 1938, et dans un an, il élimine 16 500 juifs qui étaient dans la fonction publique, y compris, remarquablement, et vraiment ça c'est choquant, 2 de ses propres professeurs. Il a rentré à l'université dans le fac de droit de Vienne, grande université, en octobre 1919, au même moment que Hersch Lauterpacht, le créateur de la conception de crimes contre l'humanité, dont il détruit la famille 25 ans plus tard. Et dans 6 mois, il trouve que 2 de ses profs sont des juifs, il les élimine, il les envoie à Theresienstadt, et 6 mois plus tard, ils sont morts. Moi qui est prof de droit international, d'imaginer que 2 de mes étudiants pourraient faire ça dans 25 ans, c'est choquant. Votre livre, La filière, Philippe Sands, est publié aux éditions Albin Michel. C'est l'histoire donc d'Otto von Wachter, ce SS gouverneur de Galicie. Il s'enfuit après-guerre et puis il meurt en 1949. On va essayer de comprendre comment il a pu fuir et qu'est-ce qui pourrait aujourd'hui expliquer cette mort peu d'années après la fin de la guerre. 7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner. Et nous retrouvons notre invité Philippe Sands, juriste international franco-britannique. Vous êtes spécialisé dans la défense des droits de l'homme et vous publiez La filière aux éditions Albin Michel. Dans ce livre, on suit la carrière d'un nazi, Otto von Wachter, qui appartenait à l'élite hitlérienne, qui a notamment été gouverneur de Cracovie en Pologne, puis gouverneur du district de Galicie dans l'ouest de l'Ukraine actuelle, 2 territoires qui furent le théâtre de l'extermination des Juifs. Et en 1945, après la défaite, d'où le nom La filière, cet homme, Otto von Wachter, parvient à fuir et se cache dans les Alpes autrichiennes. Comment se fait-il que cet homme ait réussi à fuir et comment va-t-il se retrouver jusqu'en 1949 en Italie, à Rome, Philippe Sands ? Alors le 8 mai 1945, il disparaît complètement, inculpé pour la mort de plus de 100 000 ou même 500 000 individus, de Polonais et de Juifs. Il disparaît et on ne le trouve plus. Il réapparaît 4 ans et demi plus tard à Rome, dans un hôpital du Vatican, mort.
qu'est-ce qui s'est passé dans ces 4 ans et demi. J'ai parlé avant des archives, et avec ces archives, tous les lettres qu'il a écrites à sa femme entre 45 et 49 et que Charlotte lui a écrit à lui, on peut découvrir l'histoire. J'ai appris par cette archive qu'il n'était pas seul dans sa disparition. Justement, est-ce qu'il y avait, c'est en tout cas ce que le titre laisse entendre, Philippe Sands, est-ce qu'il y avait des filières d'évasion de nazis? Ça commence avec un jeune SS qui s'appelle Bukko Ratman, qu'il rencontre le 9 ou le 10 mai, qui lui dit « Je vais vous emmener dans un lieu où les Britanniques, les Américains, les Français, les Soviétiques sont trop paresseux pour nous trouver. On va monter à la montagne, plus haut que 2000 mètres. Là, ils ne vont pas nous chercher. » J'ai demandé à Horst, le fils de Otto, comment il était ce Bukko, pourquoi est-ce qu'il a fait ça, qui a arrangé ça, comment il était ce monsieur. Horst me regarde, c'est en 2016, il me dit « Philippe, je peux te répondre à toutes tes questions, ou on peut téléphoner à Bukko. » Incroyable, il était toujours en vie. On est parti aller le voir 6 semaines plus tard, et ce vieux monsieur de 93-94 ans m'a décrit exactement comment ça marchait, comment ils se sont cachés, quelle était la filière, qui les ont aidés, etc. etc. Fin été 48, Wächter décide « je vais partir en Argentine ». Il part à Salzbourg, il reprend sa femme, après il traverse la montagne entre Autriche et l'Italie, il descend vers Rome, où il arrive le 29 avril. La première personne qu'il rencontre, il écrit dans son agenda, c'est son Excellence. Mais tout est en code. Il écrit à sa femme, il dit à sa femme 2 jours plus tard, j'ai rencontré ce monsieur religieux, mais jamais de nom. On a passé 3 ans à tout décoder. Quel était l'intérêt du Vatican de sauver d'anciens nazis? Okay, Quand je dis anciens, d'ailleurs, le terme est tout à fait impropre. D'abord, on doit être très précis avec nos termes. Est-ce que c'est le Vatican ou est-ce que c'est certains individus qui font partie du Vatican? Il y a une très grande différence parce que là se pose la question, quelle est la responsabilité du pape, Pie XII? Le Excellence, le monsieur religieux, c'est un évêque qui s'appelle Alois Udal, qui a lui-même assisté dans la exfiltration de plein de gens très connus. Barbie, Mengele, Stangl, tous ces gens, c'est lui qui était au centre du système de voyage entre l'Italie et l'Amérique du Sud. C'était le directeur de l'Istituto Anima, c'est une collège, une partie du Vatican. Qu'est-ce qui le motivait? Il était un nazi. C'était un nazi à 100%. C'était quelqu'un qui participait aux années 30 dans les festivals du Hitlerjugend. C'est quelqu'un qui a publié un livre en 1936 pour une concertation entre l'Église et les nazis. C'est quelqu'un qui était aux années 30 très proche à l'homme qui devient Pie XII. Ces activités étaient-elles ignorées au sein du Vatican, Philippe Sands? Non, ils n'étaient pas ignorés. Tout le monde savait ce qu'il faisait. Et la grande question, après 1945, avec ce centre à l'Institut Anima qui donnait de l'assistance à des gens qui étaient connus, Wächter décrit à sa femme, dès qu'il savait mon identité, il était ravi. Il m'a dit, je donne toute assistance. La grande question, est-ce que le pape savait ou non? Je pense que le pape savait quelque chose. Quoi? Alors là, toutes les preuves, on les attend. Comme vous savez, le pape Francis vient d'ouvrir les archives secrètes du Vatican pour cette période. Il l'a fait depuis le 2 mars dernier. On a le Covid, alors ça sera un peu lent. On va prendre un peu de temps, mais récemment, même dans les dernières 2 semaines, il y a un article qui est apparu dans le Figaro Magazine qui centre sur un caractère qui s'appelle, c'est un nom magnifique, le docteur Johann X. Alors justement, je voulais vous en parler puisque votre livre percute effectivement l'actualité. Philippe Sands, Johann X, s'est plongé lui aussi dans les archives de Pie XII. Et il explique tout simplement que le Vatican a sauvé 2800 juifs. Il y aurait une liste semblable à la liste de Schindler, la Pacelli liste. Est-ce que vous avez pu attester, parce que vous avez rencontré Johann X, il est remercié dans votre livre. Absolument. Est-ce que vous avez eu l'occasion de voir si ce qu'explique Johann X, et qui est, il faut l'expliquer aux auditeurs, qui serait
une véritable découverte, parce que Pie XII a été jugé comme extraordinairement passif pendant la Shoah. A-t-il, selon vous, sauvé des Juifs ? Je ne connais pas cette histoire. Alors, je ne dis rien sur ça. Mon impression, c'est plutôt que l'histoire de Pie XII, c'est ni noir ni blanc, c'est gris. Mais ce que je peux vous dire, c'est que j'ai passé toute une journée avec Johann X, où il était l'archiviste de l'Instituto Anima que dirigeait aux années 30 et 40 et 50 ce évêque Alois Hudal. Il a été très gentil. Il a ouvert les archives de l'Institut Anima et on a passé une journée, Horst et moi et nos chercheurs, à regarder un peu dans les archives. Mais on a beaucoup parlé avec ce docteur X. Et c'était clair pour moi et pour nous tous que le docteur X est un défenseur de la réputation de Alois Hudal. C'est-à-dire, pour moi, ce n'est pas un témoin crédible de ce qui s'est passé. C'est un homme très intelligent, très fin, qui a été très ouvert avec nous, mais qui trouvait que son rôle était de défendre la réputation de Alois Hudal. Il m'a dit par exemple, et je le décris, j'ai tout un chapitre sur le Johann X, oui, mais Hudal, il a aidé tout le monde, il a aidé les communistes, il a aidé les juifs. Ah oui, je lui demande, s'il a aidé les communistes et des juifs, est-ce que vous avez des noms? Est-ce que vous avez des détails? Non, il n'y a pas de noms, il n'y a pas de détails. Mais pour les ex-nazis, il y a plein de noms et il y a plein de détails. Pensez-vous qu'il y ait, je ne sais pas, une miséricorde suffisante? Elle est difficile à imaginer, et on pourrait largement en discuter bien sûr, mais qui soit de nature à organiser des filières d'extraction de nazis. Regardez, j'ai tombé sur une histoire qui m'a fortement étonné. Et là, je vais vous surprendre. Hudal était non seulement un assistant aux ex-nazis, mais c'était un espion américain. Entre 1947 et 1951, Hudal était payé $50 en espèces par l'ancien CIA, le CIC, pour donner toute nouvelle de tout sur les communismes. Alors en fait, ce que j'ai découvert avec ces recherches qui ont commencé avec les archives de la famille Wächter, c'était qu'il y avait une coalition entre les Américains, les fascistes italiens, les nazis allemands et autrichiens et le Vatican contre l'opposition en commun, c'est-à-dire les bolcheviks, les soviétiques, les russes. Et pendant 4 ans, ils ont travaillé ensemble. Et ce qui est remarquable, c'est que Wächter, qui se pensait cherché par les Américains, au moment où il arrive à Rome, le 29, ayant trouvé cet évêque, ce monsieur religieux très sympathique, il ne savait pas que ce monsieur était un espion américain qui dit le jour après aux Américains, il est arrivé, Wächter est à Rome. Mais alors justement, On ne peut pas inventer ça. Est-ce qu'on est capable de mesurer l'importance de cette filière? Est-ce qu'on est capable de mesurer l'importance de ces nazis qui ont été recrutés par la CIA pour tout simplement lutter contre le nouvel ennemi qui était à l'époque les communistes, Philippe Sands? Alors, c'est une histoire où on commence à comprendre ce qui s'est passé. Mais pour moi, comme vous savez bien, Guillaume, c'est toujours les détails qui comptent. Peut-être parce que je suis avocat, qui plaide devant les tribunaux. Et je veux savoir pour chaque histoire quels exactement sont les détails. Avec Wächter, on a les détails précis. On a réussi à décrire avec une certitude presque à 100% qui l'a aidé, qui étaient ces gens, qui travaillait avec qui. Et avec ça, on peut voir que l'histoire du rôle de l'évêque Hudal n'est pas gris, c'est noir, noir, noir. Mais la grande question demeure, et on ne saura pas les réponses pour plusieurs années, je pense, parce que ça va prendre du temps pour que les archives soient vraiment examinées. Et ce n'est pas le docteur X avec un article dans le Figaro qui peut répondre à toutes nos questions. C'est de savoir, est-ce que Hudal avait l'assistance d'en haut? J'ai l'impression qu'en haut savait ce qu'il passait, mais est-ce qu'il savait tous les détails? Ça, on ne le sait pas. Otto von Wächter a fini sa vie dans un hôpital du Vatican en 1949. Je ne veux évidemment pas divulgacher la filière de votre les deux théories de sa mort. Mais qu'est-ce que l'on peut dire aux auditeurs pour présenter l'énigme que représente... Ce qu'on peut dire, c'est qu'il décrit à sa femme une visite qu'il fait le 2 et le 3 juillet 1949 à un ancien camarade, c'est-à-dire un SS,
au lac Albano, à Castel Gandolfo, près de la résidence d'été des papes. Il rentre à Rome le 4, et il tombe très malade. Et 10 jours plus tard, il meurt dans le Santo Spirito, un hôpital du VIe siècle, remarquable. J'ai trouvé la salle où il est décédé. On a visité l'écrivain espagnol, à qui je donne mes remerciements, Javier Cercas, ce lieu. Question, est-ce qu'il a été assassiné ou est-ce qu'il est mort d'une maladie de leptospirosis? Je ne donne pas ma réponse pour le fils Horst, parce que pourquoi pas? C'est beaucoup plus simple et beaucoup plus intéressant de dire que mon père était victime. Il était assassiné, ou par les Américains, ou par les Soviétiques, ou par les Juifs. Et surtout, intéressant comme théorie, mais je pense qu'il n'est pas très fort, l'idée que l'assassinat a été mené personnellement par Simon Wiesenthal, l'ancien chercheur des nazis. Pourquoi? Parce que si on repart en août 1942, Wiesenthal était dans le ghetto de Lemberg avec sa mère. Il voit Wächter à côté en train d'organiser les transportations, y compris la transportation de la mère de Wiesenthal. Justement, lorsque l'on voit cela, puisque ce que vous racontez dans la filière Philippe Sands, c'est une suite de destins, des destins qui télescopent votre activité quotidienne, puisque vous êtes finalement un avocat spécialisé dans les droits de l'homme. Vous parliez de la situation tout à l'heure en Birmanie avec les Rohingyas. On pourrait parler aussi de la situation des Ouïghours en Chine, avec aujourd'hui des camps qui sont au minimum des camps de concentration pour ces Ouïghours. Ils sont présentés comme étant des camps de rééducation, mais on a tout à fait la possibilité de croire que le régime auquel sont soumis ces gens est infiniment plus dur que des camps où ils seraient juste massés. Qu'en pensez-vous? Je dois dire que pour revenir sur toute cette discussion, poser à moi-même la question, pourquoi est-ce que je m'intéresse à ça? C'est à cause de mon travail. Le 3e livre, qui arrivera en 2024, qui suit l'histoire, prend un petit caractère dans la filière. Walter Rauff. Walter Rauff était aussi assisté par Hudal. Il était dans le monastère, le Vigna Pia. Il est parti en 1949. C'était un ancien camarade de Wächter. Il part pour le Syrie. Il habite 1 an en Syrie. En 1955, il arrive au Chili. Il devient un petit homme d'affaires. Et en 1973, qu'est-ce qu'il fait? Avec l'arrivée de Pinochet, il commence à travailler avec Pinochet. Apparemment, cela est dit. Et il participe dans les interrogations et dans les actes de torture. 25 ans passent, et en octobre 1998, je suis ici à Paris. Le jour même, mon cabinet m'appelle, le 20 octobre, en me disant « Ah, c'est intéressant, on a les avocats de M. Pinochet au téléphone, ils veulent que vous travaillez pour lui dans sa défense. Immunité contre crime d'humanité et génocide inculpé par un procureur espagnol. » Alors, pour répondre à votre question, toutes ces histoires sont liées à ce que je travaille aujourd'hui. Les Rohingyas, les Yazidis, les Ouïghours, tout lié avec ces questions, que ce soit crime contre l'humanité, endommagement des individus, ou génocide, protection des groupes. Je m'intéresse à ce qui se passe aujourd'hui. Et mon travail d'aujourd'hui est fortement assisté par ces recherches historiques, mais mon intérêt sur l'aspect historique est aussi fortement poussé par les cas, les procès dont je travaille aujourd'hui. C'est absolument lié. Mais on se dit justement que maintenant que nous connaissons l'existence de la notion même de crime contre l'humanité, et l'humanité a eu le temps de réfléchir depuis la Shoah, depuis le génocide arménien, avec les répétitions, par exemple, ce qui s'est déroulé au Rwanda, et on se dit que le monde ne devrait pas laisser passer ce qui est probablement en train de se dérouler en Chine avec les Ouïghours. Qu'est-ce que l'on peut faire, Philippe Non, Sands? d'abord on réagit avec nos paroles, on parle, on écrit, on fait des articles, comme j'ai fait dans des journaux, et à certains moments, on agit devant les tribunaux. Alors remarquablement, c'est la Gambie, j'ai mentionné ça avant, qui a commencé un procès contre la Birmanie devant la Cour internationale de justice. Mais c'est limité, c'est après les faits, c'est limité. Enfin, après les faits, aujourd'hui, les Rohingyas sont toujours dans une oui, position oui.
absolument épouvantable. Mais vous savez, c'est pas seulement, et c'est important de mettre l'accent dessus, c'est pas seulement les autres qui sont impliqués dans les crimes contre l'humanité et le génocide. Nous aussi, Black Lives Matter, le colonialisme. Moi, je suis le conseil pour l'île Maurice dans une affaire contre les Britanniques sur le Chagos et le base militaire américain à Diego Garcia. C'est l'expulsion de 2000 habitants, les Chagosiens, qui ont été envoyés partout dans le monde entre 68 et 73. Nous avons eu une décision de la Cour internationale de justice en février 2019 en disant Chagos, ça appartient à Maurice, à l'île Maurice, ça n'appartient pas au Royaume-Uni. La position des Britanniques, c'est illégal. Je me suis appuyé dans mes arguments devant la Cour des paroles du président Macron, qui a dit, 2 ans avant, le colonialisme, c'est un crime contre l'humanité. Mais aussi, qu'est-ce qui est un crime contre l'humanité? C'est de ne pas laisser retourner chez eux les Chagosiens. Ils veulent retourner, les Britanniques disent non. Alors on doit là faire un peu attention. Ce n'est pas seulement ceux en Chine, ceux en Birmanie. Nous aussi, on est responsables. Et là, on revient sur l'aspect historique. Quelles sont les conséquences du colonialisme, de l'esclavage, du racisme dans l'histoire pour aujourd'hui? Il ne s'agit pas, bien entendu, de hiérarchiser les crimes, Philippe Sands. Simplement, lorsque j'évoquais, par exemple, le sort des Ouïghours ou le sort des Rohingyas, là, on sait qu'il y a des questions d'urgence humanitaire maintenant. Tout à fait. Et le fait d'en parler dans les médias, n'est pas suffisant à faire plier le pouvoir chinois. On se dit qu'il y a aujourd'hui des institutions internationales. Voilà. Est-ce qu'on peut les saisir? Est-ce qu'il y a possibilité de faire en sorte que ces génocides qui sont en cours s'arrêtent? Oui, on peut les saisir. Et la Gambie a saisi la Cour internationale de justice en décembre dernier. Et la Cour a ordonné des mesures provisoires pour interdire à certaines actions et à faire certaines choses. Et je dois dire que la Birmanie, apparemment, a changé son comportement. Juste avant le procès en décembre 2019, j'étais à Washington dans les jours où on pouvait encore voyager. Et j'étais avec un homme très intéressant, Thomas Burgenthal, qui a écrit un livre qui s'appelle A Lucky Child, un enfant avec de la chance. Je ne sais pas comment c'est traduit en français, mais ça décrit la période où il était à Auschwitz, sous le docteur Mengele en 1944-1945. Thomas Burgenthal, professeur de droit international aux États-Unis, était le juge américain à la Cour internationale de justice. Il m'a regardé, je lui ai décrit le procès qu'on allait poursuivre contre la Birmanie au mois de décembre 2019. Il m'a dit, imagine-toi, Philippe, en 1944, si un pays tiers, comme la Gambie ou un autre pays, aurait pris une action contre l'Allemagne devant la Cour permanente internationale de justice pour ce qui s'est passé à Auschwitz. On ne pensait pas à ça. Personne ne pensait à ça. Alors, c'est quand même un petit progrès. Ce n'est pas parfait, mais nous avons maintenant des institutions créées dans ce moment en 1945 qui permettent à un pays comme la Gambie à participer, à déclencher une action, à dire au grand public, non, ce n'est pas acceptable. Mais justement, il y a une forme de désespoir. Alors, ça n'est pas un désespoir complet, puisque certains criminels sont jugés, mais on a l'impression que ces institutions internationales, elles ne donnent pas satisfaction. C'est vraiment un euphémisme. Est-ce que véritablement les choses ont changé? Est-ce que depuis, par exemple, ce qui a été fait avec les tribunaux internationaux pour l'ex-Yougoslavie ou pour le Rwanda, il y a eu des cas où la justice internationale a été opérante, Philippe Sands? Oui, il y a eu des, il y a eu des cas, il y a des petits progrès. Mais je pense qu'on doit revenir à ce moment en 1945. Avant 1945, l'État avait, en droit international, un pouvoir absolu. Il ne faut pas oublier qu'aux années 30, en droit international, si un pays voulait tuer la moitié de sa population, ils avaient le droit de le faire en droit international. Le changement qui a eu lieu en 1945, c'est l'idée d'un État de droit au niveau international. Droits de l'homme, crimes contre l'humanité, génocide, des instances internationaux, des tribunaux internationaux. Tous les rues mènent envers le procès de Nuremberg. Et on ne peut pas changer des milliers d'années où l'État avait le pouvoir absolu, le remplacer dans un jour
dans l'été de 1945 et dire tout va changer. C'est un projet à long terme, petit à petit, on y arrivera. Je suis optimiste, mais j'accepte totalement que ce n'est pas parfait. Qu'est-ce qui définit le crime contre l'humanité lorsque vous évoquez par exemple la possibilité qu'avait jadis un dictateur de tuer une partie de sa population, ce qu'a fait par exemple Bachar al-Assad en Syrie? Est-ce que cela peut être qualifié de crime contre l'humanité? Qu'est-ce qui le catégorise? Qu'est-ce qu'il faudrait comme, je ne sais pas, élément pour... Alors c'est très intéressant. Et là j'ai évoqué tout ça dans mon livre Retour à Lemberg, les origines de crime contre l'humanité, de génocide. Crime contre l'humanité, ça vise la protection des individus. Génocide, ça vise la protection des groupes. Pour prouver un génocide en droit, il faut prouver l'intention de détruire une groupe dans sa totalité ou partiellement. Et franchement, c'est très difficile. Ce qui veut dire que dans le cas, par exemple, des Rohingyas... Ou parlons des Ouïghours. Alors, il y a un débat en ce moment au Royaume-Uni, où j'habite pour la plupart du temps. Est-ce que ce qui se passe avec les Ouïghours, c'est un génocide? Le moment qu'on donne le label génocide, c'est dans tous les journaux. Si on parle de crimes contre l'humanité, personne ne veut en parler. Alors, immédiatement, ceux qui veulent protéger les Ouïghours parlent du génocide parce qu'ils savent qu'il y aura des effets dans le média. Par contre, avec crime contre l'humanité, pas d'effet. Pourquoi? Parce que c'est devenu une expression qui... En 2007, quand la Cour internationale de justice a décrété que la Serbie n'était pas responsable pour un génocide à Srebrenica, mais peut-être un crime contre l'humanité, à Belgrade, ils ont dit on est libre, on est innocent. Les gens s'en foutent avec crime de guerre ou crime contre l'humanité. Si ce n'est pas le pire de pire, c'est-à-dire le génocide, un mot inventé par Raphaël Lemkin dans des conditions que je décris dans mon livre Retour à Lemberg, les gens s'en foutent. Alors, mais là, on ne prouvera jamais qu'il y a eu un génocide en Syrie, parce que précisément le qualificatif est très éloigné. Voilà. Et le qualificatif s'applique les groupes politiques, c'est pas une groupe, dans la Convention de 48. Alors c'est pour ça qu'avec les Ouïghours, par exemple, c'est très difficile, à mon avis, dans le domaine de droit, de dire c'est un génocide. Est-ce que l'État chinois est en train de vouloir, est-ce qu'ils ont l'intention de détruire cette groupe partiellement ou dans sa totalité? Vous êtes en train de dire, par exemple, qu'aujourd'hui, il ne serait pas possible de juger Staline? Alors avec Staline, par exemple, on a ce qui s'est passé en Ukraine aux années 30. Mais il pourrait très bien dire que les koulaks ou la dékoulakisation touchait un groupe politique. En droit, il y a une distinction entre un groupe politique et un groupe ethnique, racial, religieux. National pourrait être ukrainien, mais si on caractérise ça comme politique, ça ne peut pas être un génocide en droit. Et il y a beaucoup de confusion là-dessus. Alors pour moi, je voudrais mêler et mettre ensemble crime contre l'humanité et génocide. Ça n'insiste pas les choses d'avoir ces deux concepts différents, parce qu'en fait, il y a les conséquences inattendues. Si ce n'est pas un génocide, ça va, c'est pas sérieux. Et ça, c'est pas une bonne situation. La filière, votre livre, publié aux éditions Albin Michel, et il faut dire qu'il est traduit de l'anglais par Astrid von Busenkist. Magnifique Astrid von Busenkist à Sciences Po ici à Paris.